La Bosnie-Herzégovine, Sarajevo, c'est en direct de ce pays que je m'apprête à me transformer en Père Castor pour aujourd'hui te raconter une petite histoire. Alors rassure-toi qu'il y a toujours un rapport avec l'investissement en bourse et qui, tu vas voir, est très intéressante. Cette histoire, je vais commencer tout de suite. Elle remonte puisqu'elle date de 1929, plus précisément l'été 1929. Et c'est l'histoire de John J. Raskob, j'espère que je prononce bien son nom, paix à son âme, que je vais te raconter. Donc on est en été 1929. John Raskob, je te l'ai pas dit, il est cadre supérieur dans la branche financière de General Motors. Et il est donc interviewé par Samuel Crowther, j'espère que je prononce bien son nom également, pour un journal, Ladies Home Journal, sur le sujet de l'investissement en bourse et sur comment tout un chacun pourrait devenir riche en bourse. D'ailleurs, c'est le titre de cet article, cette interview dans ce journal, qui va être « Tout le monde devrait être riche ». Et du coup, que dit notre John Raskob dans cette interview? Il dit que l'Amérique, les États-Unis sont sur le point d'être sur une grande croissance, on va dire, industrielle, et que c'est vraiment le moment d'investir, et que si aujourd'hui les Américains ils investissent ne serait-ce que $15 par mois. Alors il faut mettre en contexte que valent $15 à l'époque en 1929, c'est pas les $15 d'aujourd'hui, clairement pas. Les $15 de l'époque, ça représente en fait pour eux l'équivalent d'une semaine de travail, puisque à l'époque une semaine de travail leur était payée 17 à 22 $ en moyenne. Donc on se rend compte que pour faire les maths par rapport à aujourd'hui, ça représenterait à peu près une semaine de travail, une semaine par mois, un quart du salaire que vous avez aujourd'hui. Donc voilà, sur l'idée d'un SMIC, allez, on va dire 300-400 € par mois. C'est grossier comme parallélisme, on va dire, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Et donc John, qu'est-ce qu'il nous dit? Je l'appelle John maintenant, c'est devenu mon pote. Il nous dit que, à l'époque, dans cet article, si on investit ne serait-ce que $15 par mois dans les actions et en bourse, les investisseurs pourraient estimer, revoir dans 20 ans l'équivalent de 80 000 $. Ce qui est donc énorme, puisque si on refait un x4 grossier, c'est 8, 16, 24, 32, c'est 320 000 $ en 20 ans. Et pour parler en pourcentage, ça fait un retour annuel de 24% par an, ce qui n'était jusqu'à présent jamais vu. Donc John, il vous dit, mettez ça, vous allez avoir 24% de retour de ROI annuel de 24%, alors qu'on n'avait jamais vu ça. Et l'idée, encore une fois, de se dire que on va pouvoir faire fortune facilement en ne mettant que $15 dans les marchés financiers et en récoltant 24% chaque année, vous vous doutez bien que ça vend du rêve, aussi bien en 1929 qu'en 2021, quand on vous dit qu'on va gagner de l'argent relativement facilement sans trop se fouler. Il y a évidemment beaucoup de gens qui courent et qui sont prêts à passer à l'action. Il faut aussi mettre dans le contexte qu'on est en été 1929, qu'on est en plein bull market, que les marchés financiers se portent très très bien et que il y a cette un peu euphorie finalement dans l'air qui fait que beaucoup de gens foncent, y croient, ils investissent leur économie, certains même font des crédits dans l'espoir de pouvoir récupérer un joli retour sur investissement. Donc ça, c'était pendant l'été 1929. Le 3 septembre 1929, on se rend compte que le Dow Jones, un des indices phares américains, atteint son plus haut historique. Donc là, on se dit, tout va bien, Raskob, il a raison, le bon vieux John, il va me rendre riche. Sauf que, vous me voyez venir, 1929, je pense que si vous connaissez un petit peu la bourse, vous savez ce qui s'est passé cette année. C'est une année, on va dire, historique, puisque en quelques mois après, quelques semaines après plutôt, a eu le crash financier de 1929. Tout s'est cassé la gueule et ça a été le plus gros crash, le plus dévastateur pour les États-Unis, parce que on a vu des actions perdre jusqu'à 89% de leur valeur. 89%. Donc imaginez-vous un jour, vous avez un portefeuille, peu importe la valeur, et le lendemain, vous perdez 89% de cette valeur. Ça fait, entre guillemets, excusez-moi l'expression, mal au cul. Donc là, vous vous doutez bien qu'avec cette crise, ça en a calmé plus d'un. Il y a des millions d'investisseurs, qui se sont retrouvés ruinés. Ceux qui avaient fait des crédits pour investir en bourse, je vous en parle même pas, ils ont été totalement liquidés. Et ça a été une vraie catastrophe pour les États-Unis. Ça a été, la plus grosse dépression, la plus grosse crise que les États-Unis ont connue. Et en fait, ce qui s'est passé en 1932, quand tout ça, c'est un petit peu terminé, quand le carnage était terminé, c'est qu'on a pointé du doigt le bon vieux John. On lui a dit, John, c'est de ta faute si tout ce qui est arrivé est arrivé finalement. On a pris John comme étant le responsable de cet événement, de cette crise de 1929. On lui a dit, tu vas représenter tous ceux qui sont attirés par l'argent, qui veulent de l'argent rapide, qui sont avares, qui ne jurent que par l'argent, qui ne réfléchissent pas et qui pensent que les marchés financiers ne peuvent que monter, qui deviennent totalement irrationnels, qui entraînent donc ces fameuses crises. On a pointé John comme étant, encore une fois, le responsable de cette crise et de ce délire qui a emparé les marchés. Pire encore, on a un sénateur, Arthur Robinson de l'Indiana,
qui a publiquement dit que voilà, c'était clairement de sa faute, encore une fois au bon vieux John, parce qu'il a incité les gens à rapidement aller acheter des actions en espérant devenir riche. Et encore une fois, selon l'offre de la loi et de la demande, si un actif est fortement demandé et que tout le monde y met ses liquidités, eh bien on a des volumes d'achat, on a de la demande et ça fait monter les prix jusqu'à atteindre des niveaux qui sont devenus irrationnels et qui provoquent potentiellement des bulles et l'éclatement de cette bulle, pour résumer de façon assez simple. Donc ça, c'était 1929, la crise de 1929 telle qu'on connaît. Qu'est-ce qui se passe après 63 ans plus tard, en 1992? On a Forbes Magazine qui avertit les investisseurs de potentiellement une surchauffe du marché, d'actions qui seraient surévaluées. Voilà, il leur dit qu'il faut faire attention. Et dans un article que Forbes publie à cette époque, en 1992, on reprend en exemple le bon vieux John en lui disant « Regardez ce qui s'est passé en 1929, il y a le bon vieux John Raskob qui a provoqué une catastrophe auprès des investisseurs. Il les a, entre guillemets, ruinés, comme si c'était, entre guillemets, de sa faute. Encore une fois, il faut vraiment avoir en tête qu'il ne faut jamais suivre bêtement les gens et toujours avoir son propre avis. Donc, tenir responsable quelqu'un qui a eu des propos, voilà, encore une fois, c'est prouver à soi-même qu'on est un enfant et qu'on n'a pas forcément une faculté de raisonnement. Mais ça, c'est encore une chose, c'est une autre parenthèse. Donc voilà, en tout cas, Forbes, en 1992, dit regardez, Raskob, ça a été le pire cas dans l'histoire qui a démontré clairement que les marchés financiers ne sont pas une machine à devenir riche par magie et qu'il faut faire très attention. Donc tu l'as compris, le bon vieux John, il en a pris plein la gueule, que ce soit en 1929, juste après l'été où il a recommandé de mettre 15 $ dans les marchés financiers pour devenir riche, Alors c'est vrai que son discours était un petit peu, on va dire, tape dedans, c'est-à-dire qu'il te disait mets 15 $ et puis tu vas voir, tu vas devenir riche dans un article qui s'appelait Tout le monde devrait être riche ou Tout le monde, je sais plus comment je t'ai dit tout à l'heure, mais ouais, bref, tu as capté l'ambiance, il était peut-être un petit peu agressif. Mais est-ce que finalement John Raskob, eh bien, il s'est finalement trompé tant que ça et est-ce qu'il mérite toute cette acharnement qu'il a subi ensuite dans la foulée et même 60 ans plus tard? Eh bien la réponse elle est que non. Tu me vois venir, c'est que quand on regarde les maths, quand on fait les maths et qu'on regarde la performance du marché par rapport à ce qu'il a dit d'investir, voilà, on les a les chiffres, c'est le passé. Donc on peut facilement regarder ce qu'ont produit les marchés. On sait que dans la foulée de l'été 1929, on a eu cette crise qui a fait mal au cul, qui a ruiné des millions d'investisseurs américains. Mais sur le long terme, encore une fois, qu'est-ce qui s'est passé si on avait conservé nos positions et qu'on avait été patient? Puisque tu sais, si tu me connais un petit peu, je prône l'investissement long terme. Et sur le long terme, quasiment peu importe l'actif, on est quasiment sûr de toujours très bien s'en sortir et de générer de belles performances. Il faut surtout pas réagir finalement aux épisodes court terme comme une crise justement qui peut faire très mal au portefeuille, apporter beaucoup de volatilité, mais qui finalement ne veut rien dire sur la performance sur le long terme. Donc revenons à notre bon vieux John. Qu'est-ce qui s'est passé si on avait suivi ses conseils et qu'on avait mis les 15 $ qu'il préconisait de mettre chaque mois, soit à peu près un quart de son salaire, dans la bourse? Donc évidemment, on aurait suivi la crise de 1929. On n'aurait pas traversé cette crise par magie, mais sur le long terme, on serait rendu compte qu'on aurait généré plus de performances que les obligations long terme et les obligations court terme. Bien évidemment, plus de performances également que le cash. Et j'ai uniquement les stats pour ces actifs-là. Mais l'idée, elle est de dire que encore une fois, en investissant sur le long terme et petit à petit, on liste tous les événements de marché qui peuvent se produire. Des crises, des crashs pétroliers, des guerres, des changements géopolitiques, ce que vous voulez. Si on regarde les retours sur investissement en pourcentage, on va voir que c'est loin d'être dégueulasse puisque après 20 ans après la crise de 1929, le portefeuille il affiche une rentabilité de 7,86% annuellement, ce qui est loin d'être dégueulasse. Et 30 ans après, le portefeuille il affiche une rentabilité de 12,72% chaque année. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Mais quand on regarde la moyenne long terme de l'investissement en bourse sur 100 ans, sur 200 ans, on est généralement autour de, ça dépend des statistiques qu'on a, de 8 à 10%. Donc là, on se rend compte qu'on est entièrement dans les clous et même au-dessus, puisque 30 ans après, on a une performance de 12,72% chaque année, ce qui est bien au-dessus de la moyenne sur le très long terme de l'investissement en bourse. Donc finalement, le bon vieux John, sur qui on a craché dessus en disant tu donnes des mauvais conseils, tu as ruiné des millions d'Américains, c'est de ta faute aujourd'hui si les gens pensent qu'on peut devenir riche avec les marchés financiers, eh bien il n'a pas si tort que ça. On peut réellement devenir riche avec les marchés financiers à condition que on soit patient, on ait une vision long terme et qu'on ne s'attache pas à des événements court terme, à des événements qui font mal au marché, qui apportent de la volatilité, mais qui ne représentent pas la globalité de la performance du marché financier, des marchés financiers sur le long terme. Alors évidemment, on est quand même loin des performances promises par le bon vieux John. Les 24% annuels, on n'y est pas, on est à 2 fois moins, voire presque 3 fois moins. Donc on n'y est pas, mais voilà, c'est pas ça qu'il faut retenir de cette histoire. Évidemment que John a eu un discours un petit peu trop agressif. Ce qu'il faut retenir encore une fois, c'est que ceux qui passent à l'action auront toujours plus de résultats
que ceux qui ne passent pas à l'action. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on investit en bourse, et potentiellement, même aujourd'hui en 2021, on a toujours peur d'investir au mauvais moment, à l'aube d'un crash, à l'aube d'une crise, sur des niveaux de valorisation trop élevés. C'est des discours qui reviennent assez régulièrement aujourd'hui en 2021 où on se dit ça monte, ça monte. Le S&P 500 atteint toujours plus des nouveaux records, des records historiques et on se demande si potentiellement il ne va pas y avoir une correction un jour et ce qui fait qu'on potentiellement va se positionner au pire moment. Peut-être pas, on ne sait pas. Évidemment qu'il y aura un jour une correction, ça c'est une certitude, comme on dit toujours, les arbres ne poussent pas jusqu'au ciel. Quand on ne sait pas, le problème c'est de se dire que si on attend cette correction, vous allez potentiellement attendre longtemps puisque cette correction peut avoir lieu aussi bien demain que dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, on n'en sait rien. Donc l'idée, encore une fois, c'est de se dire que voilà, et je vais te montrer une étude qui va sûrement te rassurer, c'est qu'il faut passer à l'action et l'action, encore une fois, apporte des résultats. La vie récompense les gens qui passent à l'action. J'adore cette citation, mais c'est la réalité. Et je vais te montrer un extrait de mon livre à l'instant que je vais te mettre sur ton écran qui démontre très clairement que il y a peu à se soucier finalement de se positionner au pire des moments. Puisque voilà, dans mon livre, La magie des dividendes, tu pourras le trouver dans la barre de la description, j'ai page 133 ici dans le chapitre qui s'appelle Mon action peut-être valoir 0 €, qui est une question qui parfois peut être posée. Je vais te lire ces quelques lignes ici. Pour compléter mes propos et peut-être vous rassurer, le S&P 500 n'a jamais subi de perte sur une période de 20 ans depuis 1928. Peu importe l'année où vous aviez commencé à vous positionner entre 1928 et 1998 et donc même si vous aviez investi à l'aube d'un crash ou d'une crise, donc notamment celle de 1929 qu'on vient d'évoquer dans l'histoire de John. Et pourtant, il y a eu une paire de crises et d'événements géopolitiques durant toutes ces années. Crash, guerre, événements, etc. Bref, il y a eu plein de choses qui se sont passées, vous le savez très bien, pendant ces années. Cela signifie que si vous investissez avec un horizon de minimum 20 années, ce que je vous recommande, la probabilité pour vous de perdre de l'argent est extrêmement faible. D'autres études ramènent même ce chiffre à 10 années en regardant de 1885 à 2015. J'adore regarder les études sur le long terme, c'est là où on a vraiment des insights qui sont très intéressants. L'idée est de démontrer que sur le long terme, vos probabilités de perdre de l'argent sont presque nulles. Rien n'est jamais garanti dans le monde de l'investissement, d'où l'utilisation du presque. Si on recoupe les informations que j'ai pu vous donner dans ce livre, cela signifie que sur une durée d'investissement de 20 ans, vous avez probablement une chance de 100% de ne pas perdre d'argent, tout en ayant bénéficié d'une performance moyenne de 10% par an sur le S&P 500 et de 6% par an sur le CAC 40. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous rassure de lire ce petit passage qui est issu de mon livre La magie des dividendes, dont vous pouvez avoir la couverture ici et qui est disponible dans la barre de description. Mais je pense que c'est assez parlant. Encore une fois, les marchés financiers peuvent être effrayants pour certains. C'est vrai que c'est le lieu où on peut lire tout un tas d'histoires, des scandales, des suicides parfois, des gens qui font fortune, des meurtres, des gens qui font faillite. Il y a tout un tas d'histoires rocambolesques que parfois les médias adorent s'attribuer pour vendre des journaux, etc., faire de l'audience. Mais ça reste également le lieu où il y a beaucoup de gens qui vont investir leur argent, le faire fructifier et tout se passe bien généralement sur le long terme puisqu'on a vu les performances sur le long terme sont plutôt très intéressantes. Donc voilà pour cette histoire de John Raskob. Dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires ci-dessous. La grosse conclusion c'est quand même de se dire que même ceux qui sont passés à l'action à la veille du crash de 1929 sont devenus plus riches que ceux qui n'avaient rien fait ou que ceux qui ont subi ou qui ont tout revendu dans le stress de la crise. Voilà, encore une fois, il n'y a jamais de certitude en bourse, mais peu importe le moment où vous investissez, si vous avez un horizon d'investissement long terme, je suis quasiment certain au plus profond de moi que tout se passera bien pour vous. N'hésitez pas à me poser vos questions dans la barre de description, dans la barre de commentaires, dans les commentaires, plutôt dans l'espace de commentaires, je ne sais plus parler. Ci-dessous, je répondrai avec grand plaisir. Abonne-toi à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Petit like, partage la vidéo à des gens qui seraient intéressés par l'investissement en bourse. Il est bien la barre de description ci-dessous. Il y a tout un tas de ressources qui pourraient t'intéresser sur l'investissement en bourse. Le livre que je t'ai évoqué dans cette vidéo, mais également de la formation vidéo, du service, de la formation gratuite, pas mal de choses qui peuvent t'intéresser. Donc tout se trouve dans la barre de description ci-dessous. Merci à toi de m'avoir écouté et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.